C'est l'histoire d'un monde où l'esclavage a dessiné ses territoires et ses propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leur route. Ce système criminel a façonné notre histoire et fondé les plus grands empires à travers le monde. À cette époque-là, il n'y avait pas de pétrole. Les esclaves étaient la force motrice de ces empires qui se mettaient en place. Au XIVe siècle, l'Europe s'ouvre au monde et découvre qu'elle se situe en marge de la plus importante zone d'échange de la planète. On a tendance à oublier que l'espace de production de richesse, c'est l'Afrique à ce moment-là. Cette carte, l'Atlas catalan, aiguise l'appétit de conquête des Européens. Carte des vents, l'Atlas guide les marins comme les voyageurs terrestres. Carte politique, il renseigne sur les forces en présence. Carte économique enfin, il indique les routes de commerce vers l'Afrique et ses ressources. Un petit royaume s'élance le premier à l'assaut des côtes africaines, le Portugal. Dans son sillage se dessine une nouvelle route de l'esclavage. Au tout début, c'était un projet portugais. Les Portugais sortaient des croisades, où ils avaient mené une guerre terrible contre les musulmans au sud. Une partie de l'aventure africaine visait en fait à se protéger et peut-être aussi à conserver un avantage sur les musulmans. Lisbonne, première ville du Portugal et seule capitale européenne implantée sur la côte atlantique. À l'embouchure du Tage, le monument des découvertes évoque la nostalgie d'un temps où les Portugais se pensaient partout chez eux. Figés dans la pierre à 52 mètres au-dessus du fleuve, les héros du Portugal, pionniers de la conquête, dominent l'océan qui leur a apporté tant de prestige et de richesse. À leur tête, le prince Henri, dit Henri le Navigateur, architecte d'un projet périlleux, ouvrir par l'océan Atlantique une nouvelle route commerciale pour contourner les musulmans en Méditerranée et aller chercher l'or d'Afrique. Au XIVe siècle, les Portugais ont réussi à bouter les Arabes hors de leur territoire. Le royaume a maintenant les coudées franches pour partir à la conquête du monde. En lui promettant l'or et la puissance, Henri le Navigateur convainc toute sa noblesse de le suivre dans cette aventure. Henri le Navigateur, c'est le prince héritier. À sa façon, oui, cette figure mythique qui est ce grand prince chrétien portugais qu'on a présenté comme étant quelqu'un de très dévot. Au départ, il est à la tête d'une bande de rasieurs, des pirates qui font des captifs. Pour braver l'Atlantique, cet océan sur lequel aucun marin européen n'avait osé s'aventurer, le prince Henri dispose d'un engin révolutionnaire. Les caravelles, voiliers à haut bord capables d'affronter les tempêtes en haute mer. « 1434. Les Portugais tracent la première voie maritime au large de l'Afrique. Cap Bojador, l'île d'Arguin, les îles du Cap-Vert, chaque kilomètre parcouru est une bataille remportée face aux musulmans, présents sur toute la partie nord du continent. Lisbonne a longtemps glorifié ses grands explorateurs. C'est oublier que la plupart d'entre eux ont bâti leur fortune sur la traite d'esclaves. Aujourd'hui, Lisbonne fait peau neuve. Après le monument des découvertes, les travaux de rénovation se sont étendus au quartier de l'Alfama. Au fur et à mesure du chantier, les richesses de la première ville-monde remontent à la surface. Par hasard, les ouvriers déterrent les fondations de l'ancien port de commerce. En un siècle,
Lisbonne est devenue la plus riche capitale d'Europe, loin devant Paris, Londres ou Amsterdam. Vases de Chine, poteries d'Indonésie, verreries de Macao, au milieu des débris de porcelaine venus du monde entier, le squelette d'une femme. Les premiers tests ADN ont révélé qu'il s'agissait d'une captive africaine enterrée là, sans sépulture, anonyme. L'archéologie de l'esclavage, discipline récente, exhume une histoire longtemps passée sous silence. Celle du million d'Africains qui a été déporté en Europe entre le 15e et le 17e siècle. On est au départ dans une économie de la prédation extrêmement violente. Les Portugais descendent de leurs navires et, armes à la main ou armes au poing, se lancent derrière les populations qui vivent sur ces littoraux africains, au départ sur la côte de Mauritanie, ensuite du Sénégal, qui sont des populations de pêcheurs, de pauvres. Et donc on les capture au filet, on en capture des dizaines, et ensuite on les embarque à bord de ces navires pour les transporter en Europe. 1444. Entre le Maroc et la Mauritanie, les mercenaires du prince Henri enlèvent des civils désarmés. Déportés vers le Portugal, ces premiers captifs sont déchargés dans le premier port sur le chemin du retour, Lagos. Sur cette plage, un matin d'août 1444, près de 250 hommes, femmes et enfants capturés sur les côtes atlantiques sont vendus aux plus offrants. Cette vente est un événement, le premier butin ramené au pays par les conquistadors. Ils partaient chercher l'or, faute de mieux, ils reviennent avec des esclaves. Tout le Portugal en parle, au point que le chroniqueur officiel de la cour, Gomes et Anès de Zurara, fait le déplacement en personne. Le lendemain, qui était le 8 août, très tôt le matin à cause de la chaleur, les équipages commencèrent à préparer les canots et à y mettre les captifs pour les conduire là où il avait été ordonné. Les uns baissaient la tête et leurs visages se baignaient de larmes lorsqu'ils se regardaient les uns les autres. D'autres gémissaient, douloureusement, levaient les yeux vers le ciel et y fixaient leur regard et criaient, à pleine voix, comme s'ils imploraient le secours du Père de la nature. D'autres se frappaient le front de leurs mains. D'autres poussaient des lamentations à la manière d'un chant selon l'usage de leur pays. Et bien que les mots de leur langage ne puissent être compris des nôtres, ils révélaient bien le degré de leur tristesse. Mais pour que la douleur s'accrût encore, survinrent bientôt ceux qui étaient chargés du partage. Et ils se mirent à les séparer, les uns des autres, pour que les parts fussent égales, de telle sorte qu'il était nécessaire de séparer les enfants de leurs parents, et les femmes de leurs maris, et les frères de leurs frères. Aucun compte n'était tenu ni de l'amitié, ni de la parenté, mais chacun allait tomber là où le sort l'emportait. Zurara, ce qu'il nous décrit, c'est une scène d'une extrême violence. Donc des enfants qui sont arrachés à leur mère, des scènes de cris, des coups de fouet. Il se sent, on le voit clairement dans cette scène, très mal à l'aise parce qu'il est en train de voir. Et donc, après, il y a un basculement. Il faut pouvoir justifier. Il le justifiera par, bien sûr, cette civilisation que les Portugais sont en train d'amener à des sauvages. Au début du XVe siècle, le commerce d'êtres humains est courant sur tout le pourtour méditerranéen, au Portugal, mais aussi dans le sud de la France, en Espagne, en Italie ou en Sicile. L'essentiel des captifs qui circulent en Méditerranée proviennent des Balkans et passent par les ports de Chypre, de Constantinople et d'Alep. Par rapport aux esclaves caucasiens, les Africains sont encore en minorité. À Lisbonne, cette proportion va bientôt s'inverser. Les premiers Africains ramenés de force au Portugal vont être suivis par des milliers d'autres. La rue du Puy des Nègres.
Seul le nom de quelques ruelles rappelle l'époque où ce quartier, le Bairro do Mucambo, abritait un ghetto réservé aux Africains. À Lisbonne, il y avait des quartiers clairement marqués par l'origine des populations qui y vivaient. Il y avait la mouraria des morts, il y avait les judiarias des Juifs, et effectivement, il manquait une prétaria, même si le terme apparaît dans un ou deux documents. Il manquait une prétaria, le quartier des Noirs. C'est comme ça qu'on désignait les Africains. Et ce quartier, on l'a appelé Mucambo. Les Africains qui y habitaient participaient à différentes tâches. Ils participaient aux tâches agricoles, au travail de la poterie, au travail du fer, mais aussi à des tâches liées à la mer, la pêche et la marine. Et puis bien entendu au commerce et à l'entretien de la ville de Lisbonne. Ils sont porteurs d'excréments, donc des métiers qui très vite vont être considérés comme des métiers impurs. Des esclaves qui vivent, alors aussi curieux que ça puisse paraître, chez leur maître. Ils sont intégrés à la famille. Et donc ils sont considérés comme des membres de la famille élargie. Pas une famille de sang, mais quelqu'un qu'on a recueilli et auquel on peut faire confiance puisqu'on donne son nom de famille à ces esclaves. Donc on est clairement dans une société, entre guillemets, qui intègre. Alors, mais intégrer veut aussi dire exclure, hein. C'est-à-dire qu'on les intègre mais en tant qu'esclaves. 1453. La guerre sainte entre la chrétienté et l'islam se solde par la victoire des musulmans. Constantinople, dernier reliquat de l'Empire romain d'Orient, tombe aux mains des Turcs. Un rideau de fer s'abat entre la rive chrétienne de la Méditerranée et les Indes. Les routes de commerce sont coupées, bloquant la circulation des esclaves en provenance des Balkans. Pour l'Europe chrétienne, poursuivre la conquête de l'Atlantique est plus nécessaire que jamais. Le conflit islamo-chrétien était dans une impasse, et toute la région dans laquelle ils achetaient habituellement des esclaves était soit christianisée, soit islamisée. Il ne restait plus qu'un territoire vers lequel se tourner. L'Afrique s'est retrouvée associée à l'esclavage à cause de ces événements. Officiellement, l'islam et l'Église catholique condamnent l'asservissement d'hommes libres. Officiellement seulement, car la demande en esclaves ne tarit pas et justifie toutes les razzias. On est quand même dans des sociétés où les gens sont mus par la religion. Je ne dirais pas que c'est des fanatiques, hein, puisque là l'expression renverra à quelque chose de trop contemporain, sans doute. Mais les motivations religieuses, c'est-à-dire conquérir des espaces d'islam pour en faire des terres de chrétienté, elles sont extrêmement importantes, et puisque derrière, il y a la papauté, hein, qui va appuyer l'expansionnisme portugais en concédant des droits à coloniser. Pour prendre sa revanche sur les musulmans, le pape Nicolas V apporte sa caution morale aux Portugais. Grâce au soutien du Vatican, ceux-ci peuvent poursuivre leur razzia en Afrique en toute impunité. Dans les archives nationales de Lisbonne, la bulle Romanus Pontifex rédigée par le pape accorde un blanc-seing aux Portugais et pose un cadre légal à l'asservissement de l'Afrique. Nous avons donné la faculté ample et simple au roi Alfonso d'envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tout sarrasin et païen et tout autre ennemi du Christ, ainsi que de réduire leur personne en esclavage perpétuel. Esclavage perpétuel. Deux mots décrétés par la plus haute autorité catholique. Deux mots qui tombent comme une sentence pour les Africains. Deux mots qui vont tout justifier au nom de Dieu.
Dès l'origine de ces campagnes militaires en Afrique, les Portugais ont essayé d'obtenir des faveurs et l'approbation du pape. Cela se faisait très souvent sous la forme de bulles pontificales. Il y a eu toute une série de bulles qui reconnaissaient un droit de propriété sur les territoires qui seraient découverts, si on peut dire, qui seraient donc découverts le long de la côte africaine. Avec la bénédiction du pape, les Portugais s'aventurent toujours plus au sud des côtes africaines. À bord des caravelles, c'est toute l'Europe qui se joint au Portugal pour faire main basse sur l'or et les esclaves d'Afrique. Flamands, Allemands, Anglais, Génois et Vénitiens, tous les marchands européens investissent dans l'aventure atlantique. Parti de Lagos, le Vénitien Alvise Cadamosto est le premier marchand européen à atteindre les côtes de Sénégambie. Nous parvînmes à l'embouchure d'un fleuve, qui ne semblait pas moins grand que celui du Sénégal. À la vue d'un si beau fleuve et de ce rivage verdoyant, nous jetâmes l'ancre et décidâmes de débarquer un de nos truchements. Car nous avions sur chacun de nos navires des interprètes noirs venus du Portugal, qui avaient été vendus par le seigneur du Sénégal aux premiers chrétiens portugais venus découvrir le pays des Noirs. L'interprète devait s'informer sur la qualité du pays, sur son seigneur, se renseigner sur l'or ou les autres choses à acheter qui pouvaient s'y trouver. Dès qu'on l'eut débarqué à terre et que la chaloupe fut éloignée, quantité de Noirs vinrent à sa rencontre. Nous les vîmes s'entretenir un court moment. Nous ignorons ce qu'ils se dirent, mais le fait est que les Noirs se mirent à frapper furieusement notre interprète avec de courtes épées moresques qui, en somme, le massacrèrent. Nous en déduisîmes que ces populations devaient être très cruelles. Nous fûmes à leur voile et poursuivîmes notre route vers le sud, gardant toujours la côte en vue. C'est pas l'ensemble de la société africaine qui est là amorphe et des marchands européens arrivent et entrent dans les villages récupérer ou ramasser, pour ainsi dire, des individus et les mettre en captivité. Les sociétés africaines disposaient de leur pouvoir, avaient une capacité d'initiative et négocier, discuter les termes du rapport avec les marchands européens. La bascule, c'est que les Portugais rentrent dans ce qu'on appelle l'Atlantique Sud, hein, et donc au-delà de l'équateur, et donc on rentre dans un autre espace économique. Et donc dans l'Atlantique Sud, les Portugais vont entrer en contact avec l'Empire du Congo, qui va jouer un rôle important sur toute la période. 1471. Les Portugais prennent possession d'une île déserte au large des côtes africaines. Inhabitée, vierge et fertile, Sao Tomé est un mouillage parfait, un port sûr à 150 000 marins de la côte. Ce poste de vigie permet de garder en ligne de mire l'État le plus puissant de la région, le Royaume Congo. Les îles de la côte atlantique de l'Afrique étaient des bases très importantes pour la navigation, c'est-à-dire principalement des ports d'escale. Les îles présentaient aussi l'avantage de pouvoir s'y installer sans s'exposer à trop de conflits avec les Africains. À 10 jours de mer de Sao Tomé, s'étend le Royaume Congo, un pays 2 fois plus grand que le Portugal. C'est un pays riche et organisé, avec lequel les musulmans n'ont pas été en contact. Congo is an interesting case of African history, very different from. Le Congo est un cas intéressant dans l'histoire africaine, vraiment unique en son genre. À leur arrivée, les Portugais ont découvert qu'il y avait là un roi,
et qu'il y avait ce qu'ils ont appelé un royaume. De plus, c'était une région où il n'y avait pas la moindre influence islamique. Les Portugais sont entrés en contact avec le roi pratiquement sur un pied d'égalité. Et comme ils n'étaient pas musulmans, il n'y avait aucune tension religieuse. Ensuite, pour des raisons qui nous échappent un peu, le roi du Congo a décidé de se convertir au christianisme. Ce qu'il a fait. Il est devenu Afonso Ier et il a ouvert son pays aux missionnaires portugais. Les Portugais sont les seuls à proposer à Alfonso Ier, roi du Congo, des produits venus de Méditerranée. Pour la première fois, les voilà en situation de monopole sur un territoire africain. Les Portugais arrivent dans une société hiérarchisée où les nobles, pour faire vite, mangent mieux et plus que les autres, s'habillent avec une élégance qui n'est pas celle des autres, consomment, disons, des produits de luxe. Et donc l'arrivée des Portugais, avec toutes ces choses nouvelles, comment dire, rend complètement folle l'aristocratie du Congo. Elle s'entiche de tout ça. Et donc, on a le sentiment que les mœurs sont en train de se transformer. Elles se transforment effectivement. Les dessins des premiers missionnaires arrivés au Congo rendent compte de ce nouveau système de troc. Mais la fièvre de l'or pousse les Portugais à continuer leur conquête. Ils apprennent qu'à Elmina se trouvent les mines d'or des Akans. Pour eux, le seul moyen de se procurer le précieux minerai est d'offrir aux Akans ce dont ils ont le plus besoin, des esclaves pour descendre dans les mines. Ils vont alors devenir les négriers de ce royaume. La production de l'or, qui existait depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, y compris en Guinée, au Mali et dans une partie du Sénégal, avait migré essentiellement vers les gisements des Akans au Ghana. Et ça les a attirés, parce que l'or était une valeur sûre. C'était un signe de richesse. Elmina signifie la mine. Et c'est l'or qui les intéressait, ce qu'ils appelaient la côte de l'or, parce qu'une grande partie de l'or provenant de l'intérieur des terres arrivait là. Entre Sao Tomé, les mines des Akans et le royaume Congo, le premier commerce triangulaire de l'histoire se met en place. Marchandises européennes contre esclaves à Congo, esclaves contre or à Elmina. Grâce à ce système de troc, les Portugais créent un espace commercial autonome. L'arrivée des Portugais change totalement la donne, parce que eux vont faire une connexion directe entre Elmina, la côte congolaise, mais surtout on va dire la côte du royaume de Congo et Sao Tomé. Il y a là une triangulation qui est intéressante parce que le système qui va fleurir aux Amériques commence à être expérimenté, notamment dans cette région. C'est ici, au pied de cette croix portugaise signant l'annexion d'un territoire, que va s'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'esclavage. C'est ici, à Sao Tomé, que les Portugais vont créer la première plateforme de déportation massive de captifs. Et c'est ici que les Portugais vont passer du simple commerce d'esclaves à l'invention d'un système de production à la rentabilité inégalée, la plantation sucrière. Avec des milliers de captifs débarqués sur ces plages, Sao Tomé devient une île exclusivement dédiée à la production de sucre. Sao Tomé, en principe, ça a le mérite d'être un laboratoire. Hein? Un laboratoire parce qu'on va assister au mariage de l'homme noir et la canne à sucre. C'est un mariage, on va voir que ça marche bien ce mariage. L'homme noir et la canne à sucre, donc on va le marier ensemble. L'idée est simple, on transforme l'île
en une plantation où on importe des esclaves qui sont à portée de main. On a tous les ans 4000 esclaves qui arrivent sur un espace très réduit. Donc ça veut dire des fortes concentrations. Et donc pour la première fois, on peut parler d'une colonie noire et une société esclavagiste. Donc on a changé, me semble-t-il, de modèle. C'est un système global. Sao Tomé semble vivre dans un temps suspendu. La canne à sucre a été remplacée par le café, puis le café par le cacao. En débarquant sur l'île, les premiers captifs ont apporté avec eux leur connaissance du travail de la terre sous les tropiques. Malgré ce savoir-faire, Sao Tomé reste l'un des États les plus pauvres au monde. Les ouvriers agricoles continuent d'habiter les anciennes cases réservées aux esclaves. Quand au XVe siècle, les marins débarquaient à Sao Tomé, beaucoup regardaient avec curiosité les nouvelles pratiques qui se mettaient en place dans cette île du bout du monde. Les 2/3 de cette île ne sont pas encore déboisés ni utilisés pour la culture de la canne à sucre. Mais quand un commerçant vient y habiter, l'agent du roi lui attribue autant de terrain qu'il lui semble être en mesure de pouvoir faire cultiver. Ce dernier achète aussitôt autant de nègres avec leur négresse qui lui est nécessaire. Le patron ne fournit rien à ces nègres. Il n'a pas à se soucier de leur procurer des vêtements, ni de les nourrir, ni de leur faire bâtir des abris, car tout cela, ils le font eux-mêmes. Ce n'est pas indispensable d'avoir des esclaves pour cultiver la canne à sucre, mais vu l'étendue de leur plantation, si. Il fallait des esclaves parce qu'au moment de la récolte, on les faisait travailler 14 heures par jour, jusque tard dans la nuit. Les nuits de pleine lune, on coupait toute la nuit. Bien sûr, avec la fatigue, on risquait plus de se blesser. C'était donc très dangereux et extrêmement dur. It was extremely hard work. Sao Tomé est un laboratoire pour plusieurs raisons. C'est la première grande expérimentation du genre sous les tropiques et c'est ce qui a permis plus tard le transfert de la production vers le Brésil et encore plus tard vers les Caraïbes. Après Christophe Colomb, Pedro Cabral, engagé par le roi du Portugal, ouvre une nouvelle voie maritime vers l'ouest. La recherche de l'or reste une idée fixe pour les Portugais. Mais ils savent désormais que s'ils échouent, la canne à sucre pourra remplacer ce métal précieux. Le 23 avril 1500, son navire accoste un territoire inconnu. Le départ de Belém, comme vous le savez, sire, nous nous trouvâmes dans les îles des Canaries. Aperçûmes les îles du Cap-Vert. Nous poursuivîmes notre route sur cette mer, droit vers le large. Au 23 avril, à l'heure des vêpres, nous aperçûmes la terre. D'abord un grand mont très élevé et arrondi, au sud duquel se trouvaient d'autres montagnes plus basses. Puis une plaine couverte de grandes forêts. Pedro Cabral vient d'atteindre le Brésil. Sur les côtes américaines, les gisements d'or sont introuvables. Pour être rentables, ces terres immenses devront être cultivées. Au commerce d'esclaves entre l'Europe et l'Afrique va bientôt s'ajouter une nouvelle route de traite vers le Brésil. Les Sao Tomé avaient la tâche non seulement d'aller chercher des esclaves sur les côtes des royaumes africains, de les ramener à Sao Tomé, et à partir de 1516, ils vont commencer à les ramener au Brésil. Donc, ils étaient des vrais intermédiaires. Les Sao Tomé avaient le monopole des fournitures d'esclaves au Brésil. 1516. Au départ de Sao Tomé, des contingents de captifs commencent à embarquer vers le Brésil et les Caraïbes. Entre le Royaume Congo, Sao Tomé, le Brésil et le Portugal, se dessinent les premières routes de traite transatlantique. En Europe, chaque année, des centaines de captifs arrivent par les navires portugais.
À Lisbonne, les aristocraties noires et blanches vivent sur un pied d'égalité. Elles partagent la même langue, les mêmes intérêts. Toutes s'enrichissent grâce au commerce d'esclaves et du sucre. C'est surtout alors une économie qui se joue entre les élites politiques et marchandes, que ce soit des sociétés européennes ou des sociétés africaines. Et donc les souverains se mettent à collaborer avec les Portugais et certains se convertissent au christianisme et prennent des noms portugais, envoient leurs enfants au Portugal pour être latinisés et faire des études à Coimbra dans l'université portugaise. Donc on a clairement des élites qui deviennent des élites prédatrices. Sur les côtes africaines, le Portugal dévore des richesses qui semblent intarissables. Dans le quartier de Belém, la construction du monastère des Hiéronymites est financée par l'argent de la traite, du sucre et des épices. Le faste de son architecture rappelle l'époque où Lisbonne dominait le monde et inondait de ses marchandises les autres capitales européennes. La traite négrière, et là il faut parler de traite négrière, parce que ça ne concerne que les Noirs, il n'y a plus que des esclaves africains dans cette économie, est la principale source de revenus pour la couronne portugaise et pour une partie alors des élites portugaises. On a un État qui se construit sur les revenus de l'outre-mer. Donc on passe clairement à une autre phase. Avec l'arrivée des Européens en Afrique, l'histoire de l'esclavage entre dans une nouvelle dimension. Le trafic d'êtres humains se resserre exclusivement sur l'Afrique équatoriale. Et par les moyens mis en œuvre, le nombre des déportations atteint des niveaux inégalés jusque-là. Ce n'est pas comparable en termes d'échelle parce que pour la traite islamique, on parle d'une période qui s'étale à peu près sur 1 millier d'années. L'impact est beaucoup plus important sur une période plus courte aux Amériques. À Lisbonne, l'histoire des esclaves africains arrivés en Europe est tombée dans l'oubli. Les traces de leur présence ont été détruites lors du tremblement de terre de 1755. La ville s'est reconstruite en éparpillant les morceaux de sa mémoire. Dans ce pavillon de chasse à quelques kilomètres de la capitale, un tableau d'un artiste flamand, La Fontaine du Roi, dépeint Lisbonne en 1580. Ce tableau montre un quartier aujourd'hui disparu, où blancs et noirs dansaient ensemble. Ici, un homme noir en souliers enlaçant une femme blanche aux pieds nus. Des musiciens jouant pour un couple d'amoureux. Un chevalier de l'ordre du Christ. Enchaînés ou en tenue d'apparat, les Africains apportent leur richesse aux plus petits royaumes d'Europe. Image refoulée d'un temps où le mariage de l'Afrique et du Portugal fit de Lisbonne la première capitale européenne. On estime que dans les années 1500, il y a déjà 10% de la population de Lisbonne qui est une population noire, alors sans compter les descendants. Séville, c'est à peu près les mêmes chiffres. Barcelone aussi. Malaga. Aujourd'hui, on estime que dans le sud de l'Europe, au Portugal, en Italie, en Espagne ou encore en Provence, entre 50 et 60% de la population aurait une ascendance africaine. É entre nós, está na altura de falarmos entre nós, trabalharmos entre nós, começar a questionar quem fomos antes e após naus e caravelas terem levado tantos de nós. Corpos negros renegam a ancestralidade africana, porque carregam as ideias e imagens construídas daqueles que alegam que nada fomos, nada construímos, nada ensinamos, ainda hoje negam presença ou herança negra na Europa pré-tráfico negreiro. C'est une question alors à laquelle
tous les chercheurs qui travaillent sur l'esclavage ont été confrontés, c'est que sont devenus les Noirs en Europe. Alors il y a des gens qui disent, voilà, les chiffres ne sont pas si importants que ça. Donc ils ont été dilués dans la population et de par eux-mêmes, ils ont disparu. Ça, c'est difficilement tenable quand même de dire qu'il y a tout un tas des milliers, ou dizaines de milliers, ou centaines de milliers d'hommes et de femmes qui disparaissent sans laisser de traces et sans rien transmettre aux générations suivantes. Alors nous, historiens, quand on travaille sur les archives, il est assez facile de retrouver un ancêtre africain. Par contre, les gens, dans leur histoire familiale, c'est une part de leur histoire qu'ils ont oubliée ou alors qu'ils ne veulent pas mettre en avant. Les marchands vont chercher ces esclaves dans les régions frontalières au royaume. Partout, les razzias se multiplient. Luanda devient l'un des carrefours de la traite transatlantique. Au Congo, le rapport d'égalité entre Africains et Portugais bascule. Luanda est ainsi devenu, à partir des années 1590, le port le plus important d'embarquement des Africains pour les Amériques. 23% à peu près de tous les Africains sont partis de Luanda. Ils allaient en grande majorité au Brésil. C'était de loin la plus grande destination d'Africains pour les Amériques. Près de la moitié des Africains se sont retrouvés au Brésil. Luanda a vraiment été un avant-poste du Brésil. On détermine qu'un marchand devra introduire par an 20 000 esclaves. Donc on signe des contrats sur des têtes d'esclaves. Ça a mis du temps, mais on est passé à autre chose que du troc. On est clairement maintenant dans quelque chose de très spéculatif. Où les chiffres alors, sont des chiffres qui se comptent en milliers, et on n'est plus là en train de compter esclave par esclave. Donc, on compte par lot d'esclaves, et y compris la terminologie change, on parle de pièces d'Inde. Donc le terme pièce, pour définir un esclave, ça définit un esclave d'une certaine stature, d'un certain âge, puisqu'on calcule aussi en termes maintenant de rentabilité. La production des esclaves, c'est le mot que l'on doit prendre parce que à l'intérieur de ces États de l'Afrique centrale, en particulier du royaume Congo, et des petits États qui se sont séparés du royaume Congo, il n'y a pas à proprement parler de commerce d'esclaves. Donc il faut créer cette circulation et ces conditions. Et ce sont les gens de l'extérieur qui fomentent, qui nourrissent les antagonismes qui peuvent permettre que des gens, disons, de statut libre, de citoyens, se trouvent basculés dans les réseaux de l'esclavage. Dans les rotations entre les côtes africaines et le Brésil, un bateau négrier s'échoue au large de Sao Tomé. Les Angolares sont les descendants de ces naufragés. Leurs ancêtres ont trouvé refuge sur cette plage. Pendant près de 500 ans, les Angolares ont vécu là, loin des plantations et des Portugais. Pauvres, esselés, mais toujours libres. Ils ont fait de ce récit le socle de leur identité et de leur esprit de résistance. Um vapor que foi Angola, taka bikingi, Antônio. Vapor que vai ver carangela bere 4 que landa ne landa ni petu ane diba taba barco que fique bia. Ane petu landa te paia celeste. Depois ane vucha paia celeste nya, ane vive nya yodia, yo tempo nya ka fique ane. Moto tutu amenga aí, tena, sua mnatanane wa. Je pense que Sao Tomé est aussi le laboratoire d'un nouveau modèle de relations sociales, d'un nouveau modèle de société.
Parce que c'est une société qui repose essentiellement sur l'esclavage, dont la grande majorité de la population a été réduite en esclavage, et où les relations sociales entre esclaves et maîtres sont très tendues. À Sao Tomé, joyau de l'Empire, l'édifice sucrier se fissure. L'île est un territoire impossible à contrôler. Au cœur de la forêt, des groupes d'esclaves fugitifs établissent des mocambos, ces lieux de refuge où ils s'organisent en communautés armées. Nous, Gonzalo Alvarez et Rodrigo Yerez, juges de paix sur cette présente île de Sao Tomé, alertons vos excellences sur la véracité de l'existence d'un mocambo dans la forêt qui est très peuplée et qui nous fait énormément de tort, tuant et volant les hommes et détruisant les plantations, ce qui amène préjudice aux occupants de l'île ainsi qu'à votre Altesse le Roi et au profit qu'elle tire de cette île. Messire, nous avons des hommes armés prêts à se battre contre le mocambo fortifié, mais nous n'avons pas d'argent pour les payer et chaque jour, la forêt se remplit de plus en plus avec des Noirs en fuite et nous sommes terrifiés dans l'attente du jour où ce mocambo et ses habitants feront un mal qui est contraire à la volonté de Dieu. La distance entre Lisbonne et Sao Tomé joue contre la couronne portugaise. Les gens du Congo ne veulent pas intervenir dans les affaires de l'île. Les Portugais manquent d'hommes en armes sur place pour défendre leurs intérêts. Alors pour y remédier, ils vont les fabriquer. Un des éléments fondamentaux de cette société, comme laboratoire, c'est la création de mulâtres, qui est d'ailleurs un désir et un objectif des Portugais. Les Portugais cherchaient à croiser les Blancs avec les femmes noires, justement pour créer une population métisse. Une population qui, selon les textes de cette époque, est une population marquée par la présence de ses parents blancs, qui transmettent leurs valeurs portugaises à leurs enfants métis, créant ainsi un groupe social capable de défendre les intérêts des Blancs, des Portugais, à Sao Tomé. On oublie très souvent, on oublie voire totalement que derrière le métissage, c'est de la violence. C'est que très souvent, ces enfants métis sont issus de viols, sont issus de rapports de domination entre maîtres et esclaves. Dans une lettre adressée au roi, l'administrateur de Sao Tomé, Bernardo Segura, explique comment il compte se servir de ces enfants mulâtres, bâtards de l'Empire. Il y a beaucoup de colons qui ont des enfants avec leurs esclaves. Et si votre Altesse accordait la liberté à quelques-uns d'entre eux, on les laisserait vivre, en citoyens libres. Puisqu'il n'y a pas d'autres enfants libres, eux resteraient libres, pour le service de Dieu et de votre Altesse. Croiser des hommes blancs avec des femmes noires. À Sao Tomé, les mulâtres portugais forment un groupe à part qu'on baptise les Fils de la Terre. En défendant les intérêts de la couronne, ces Fils de la Terre deviennent des acteurs de premier plan du système négrier. Filhos da Terra, les enfants du pays, la catégorie n'a pas de position dans le pays. Et donc, elle va vivre justement de ce réseau d'échanges qui lui donne la richesse, qui lui donne une visibilité la même que celle des Portugais. Mais ce sont quand même aussi des enfants du pays. Il ne faut pas voir les choses dans un domaine noir-blanc. Au XVIe siècle, il ne faut pas le voir comme ça. Non, peut-être plus tard, mais au XVIe siècle, ce n'était pas ça. Ce n'est pas une histoire raciale. Ce n'est pas une histoire raciale, c'est une histoire d'économie. L'argent. Mon grand-père avait des esclaves aussi. Mon grand-père avait des esclaves quand je remontais. On était propriétaires d'esclaves, nous. Ils étaient des Noirs, ils étaient propriétaires d'esclaves. Ils étaient chasseurs d'esclaves aussi. Ils étaient esclaves même eux-mêmes. Non, c'est des histoires vécues, que j'ai dans la peau, ouais, je le sais. Avec l'explosion de la demande,
ces nouvelles élites marchandes se mettent à kidnapper des citoyens du royaume Congo. Malgré les liens religieux, diplomatiques et culturels entre le Portugal et le roi du Congo, la rapacité des fils de la terre dévaste tout. Dans une lettre au roi du Portugal, Alfonso Ier fait part de son désarroi. Seigneur, Votre Altesse doit savoir que notre royaume va à sa perdition. Vos officiers donnent aux marchands la permission de venir s'établir dans ce royaume, d'y monter des boutiques, d'y vendre des marchandises, même celles que nous interdisons. Les marchands enlèvent chaque jour nos sujets, enfants de ce pays, fils de nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Ils les enlèvent et ils les vendent. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est entièrement dépeuplée. C'est pourquoi nous demandons à votre Altesse de bien vouloir nous aider. C'est en effet notre volonté que ce royaume ne soit un lieu ni de traite, ni de transit d'esclaves. Afonso, je crois, a été finalement un prince beaucoup plus intelligent qu'on ne le dit. Lorsqu'on le présente sous les traits de roi très chrétien, comment dire, on en fait un sous-produit du Portugal, alors qu'il a cherché, certains ont dit, à moderniser le royaume en intégrant des ressources venues du Portugal. Mais très vite, il s'est rendu compte que le pays est en train de perdre son âme. Chaque année, les Santoméens rejouent ce premier mariage entre l'Afrique et l'Europe. Pour en exorciser la violence, ils incarnent tous les rôles et portent tous les costumes. Une danse où victimes et bourreaux cohabitent, fils d'une même famille. Le nom de cette procession, Chiloli, viendrait du mot tragédie. L'esclavage amène à des sociétés, on se cherche toujours. Manque d'identité, je crois, je ne sais pas. Les souvenirs de l'Afrique sont tellement vagues, même pour nous, Santomé, qu'on est à quelques 100 et quelques 200 kilomètres de la côte, des 150 km de la côte. On est plus proche des côtes africaines que les Antillais, que les Réunionnais, etc. Même là, ça nous pose un problème les souvenirs. Quel souvenir j'ai de l'Afrique? Aucun. Et pourtant, je suis noir. Aucun. En 1595, Sao Tomé s'embrase. Amador, un captif né sur place, prend la tête d'un soulèvement d'esclaves. Les fils de la terre ne parviennent pas à contenir la révolte. L'expérience santoméenne vient de montrer ses limites. Qu'importe, l'alliance entre les esclaves africains et la canne à sucre a été consacrée. Les Portugais savent qu'ils peuvent désormais exporter leur invention partout. Un à un, ils vont démonter les moulins, les fours, les usines à sucre et les reconstruire au Brésil. L'élément déterminant qui modifie l'orientation de la traite des esclaves, c'est le transfert des plantations d'un côté à l'autre de l'Atlantique. La traite se déplace vers la région des Amériques, qui est la plus proche de l'Europe, à savoir les Caraïbes. Un an après le début des émeutes,
Amador, le meneur de la révolte, est exécuté en place publique. Terre abandonnée entre le Portugal et l'Afrique, Sao Tomé, malgré son déracinement, s'est fabriqué sa propre histoire. Une histoire bâtie sur la lutte héroïque des premiers esclaves face à l'oppression portugaise. Amador, mataram Amador, enforcaram nosso rei. Ninguém esqueceu de ti. Todo o sacrifício por nós dedicamos jamais será esquecido. Estás morto, mas presente no nosso coração, no coração dos santoenses. Amador, 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 morto, mas vivente, em nosso homem que pela sua pátria lutou e a sua história o povo amou. Pour garantir la survie de leur modèle économique, les Portugais emportent avec eux les esclaves qui détiennent les connaissances agricoles vers le Brésil. En montrant que ce modèle est exportable aux Amériques, ils donnent l'idée à toute l'Europe d'en faire autant. Sao Tomé a été l'étape intermédiaire dans l'expansion de la canne à sucre. D'une certaine façon, elle a été la première île des Caraïbes, même si elle n'était pas aux Caraïbes. En 1620, les Portugais sont les maîtres incontestés de la traite négrière. 25 ans après la révolte d'Amador, ils ont déjà déporté 300 000 captifs vers le Brésil et en Amérique centrale. Bientôt, c'est au tour des autres puissances européennes de partir à la conquête du Nouveau Monde. Avec elles, les tentacules de la traite négrière se déploient sur l'Atlantique et vont frapper un nouveau territoire, les Caraïbes.